how to make it. Qui a un business ici? Ok. Est-ce que vous pouvez me parler de vos business? Non, c'est pas que le mien. J'ai un collaborateur, on a deux. Notre collaborateur. Bien. Pourquoi c'est bien d'avoir un collaborateur? On travaille ensemble. Pourquoi c'est bien? Ah, pourquoi c'est bien? Ouais. Parce qu'en quelque sorte, on a deux têtes pensantes. Deux têtes pensantes, donc plus de ressources. Qui a eu l'idée au départ? C'est impossible. C'est impossible que vous ayez eu l'idée ensemble. C'est impossible. C'est pas connu. Qui a eu l'idée? Il y a quelqu'un qui a eu l'idée. On va dire que c'est lui qui a eu l'idée en fait. Ok. Et donc, et pourquoi tu as adhéré à l'idée? J'ai adhéré à l'idée parce que, en quelque sorte, son idée coïncidait aussi avec l'idée que j'avais déjà en tête. Non, son idée ne coïncidait pas avec l'idée que tu avais en tête, son projet considérait ce que tu avais avec l'idée que tu avais en tête. Parce que si l'idée que tu avais en tête était un projet, tu devais exécuter. Ok. Les cimetières sont pleins d'idées. Mais là, aujourd'hui, on va parler de projet. Et justement, quand on va prendre le lead, c'est ça évidemment celui qui a eu l'idée, qui a commencé, celui qui a commencé à projeter la chose, c'est celui-là qui va fédérer. Et c'est important dans le sens où, quand tu dis que non, j'ai un collaborateur, si l'idée que tu as, ou le projet que tu as, ou l'action que tu mènes, ou l'entreprise, le business que tu as, tu es incapable de fédérer des personnes pour qu'elles adhèrent, ça veut dire que ton truc c'est... Ok. L'une des premières choses pour vérifier si ton idée tient la route, c'est de réussir à faire en sorte que d'autres personnes y adhèrent. Soit comme associé, soit comme employé, soit comme client. Tu vois? Si tu n'arrives pas à faire en sorte que les gens viennent, c'est pas comme quand tu lances un programme comme le Label Afrique chaque samedi. Si personne ne vient, ça veut dire que ton truc, c'est de la camelote, ton truc est pourri. Tu vois? Quand les gens commencent à venir, ça veut dire que ton truc, il y a quelque chose d'intéressant dedans. Tu vois, que ça intéresse certaines personnes. Ça touche une cible. Ça va peut-être pas toucher toute la population stricto sensu, mais tu vas pouvoir sélectionner dans la population ton marché, ce qu'on va appeler le marché, ton marché. Donc si tu as une idée et que jusqu'ici là, même dans ta propre maison, tes colocs n'y croient pas, il y a un souci. Tu dois pouvoir convertir les gens pour qu'ils croient en ton idée, pour qu'ils y adhèrent, soit pour qu'ils deviennent associés, investisseurs ou collaborateurs. Associé investisseur, ça veut dire qu'il vient avec de l'argent. Peut-être qu'il ne connaît même pas. Par exemple, je peux être associé investisseur dans une entreprise qui fait par exemple du yaourt. Moi, je ne sais pas faire du yaourt. Si aujourd'hui tu me demandes de faire du yaourt, je dois aller regarder un tuto et plier. Et la deuxième partie est plus importante que le tuto. Parce que je vais faire ça rate. Parce que je sais qu'il y a des températures, des trucs, tu vois. Mais moi, je peux être associé à un tel projet. Je ne sais pas faire, si tu me demandes, je ne sais pas faire le yaourt. Mais je peux mettre mon argent et devenir associé et apporter mon expertise, peut-être dans mon domaine, en communication, en management et tout ça. Tu vois. Et je peux aussi être associé dans une entreprise peut-être de communication et de design. Et je viens en tant que designer, tu vois, et je viens travailler comme designer dans le projet. Donc, il faut aimer pour que j'arrive, ils doivent me convaincre. Ils doivent me convaincre. Si demain ils viennent vous dire qu'on a réussi à convaincre un mannequin fac, directeur artistique senior, graphic designer d'une expérience de 20 ans, il travaille avec nous. Vous allez dire, waouh, votre projet là c'est quoi? Vous voyez? Donc, l'une des ambitions quand tu as un business, c'est d'arriver à fédérer des personnes. Tu vois.
tu dois aussi pouvoir à un moment donné fédérer des personnes pour qui travaillent pour toi. Tu vois, moyennant un salaire ou comme stagiaire ou comme peu importe. Mais tu dois arriver à un moment donné créer des espaces pour que d'autres personnes puissent venir exercer également leurs compétences dans ton projet. Et enfin, tu dois pouvoir également aller chercher des clients. Amélia? Donc, moi, mon projet s'appuie sur la vente de lait, des gains pour d'autres pays, couscous, lait au couscous pour d'autres, yaourt pour d'autres pays. Donc, vraiment, le lait diffère en fonction du lieu. Et j'ai pas d'associé, je suis toute seule. C'est un projet qui a commencé. Tu es triste? Non. Ah, ok. Non, c'était une question juste pour savoir. Non, non, pas du tout, au contraire. Je suis ma patronne, je suis mon employé, je suis tout. Okay. Celle qui donne les idées, celle qui exécute les idées. Okay. Bon, après, j'ai un très bon associé, c'est le Saint-Esprit, le meilleur d'ailleurs. Et donc, c'est ça. J'ai commencé, ça fait déjà près de 3 ans, on va dire 2 ans et demi. Voilà. Et ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de hauts, énormément de bas. Et en tout cas, actuellement, je traverse une phase assez compliquée. Même hier encore, ça n'a pas marché. Avec le changement de température, c'est assez compliqué de trouver les doses qu'il faut, les mesures qu'il faut, la température juste, parce qu'il fait déjà très chaud. Et donc, ça caille assez facilement. Voilà, donc, c'est pas évident. Donc, une fois de plus, j'ai encore fait, c'est ce que j'ai fait, malheureusement. Mais moi, j'ai pensé à ça. D'un côté, il faut peut-être trouver une solution technique pour maîtriser la température, parce que ça varie. Hein. Hier soir, il a plu, et juste après la pluie, il faisait hyper chaud. Voilà, donc, il vaut mieux, je faisais une solution technique, un appareil ou je sais pas, qui permet isotherme. Je n'ai pas la réponse, mais je sais que ça peut trouver. D'autre part aussi, il faut penser à est-ce que la formule que tu as, quand elle rate, elle ne produit pas autre chose qui peut être intéressante. Tu vois, au lieu de jeter, c'est possible. Tu vois, on a découvert le fromage par accident. Peut-être qu'il y a un nouveau truc qu'on va découvrir dans cette affaire-là. Donc, je dis n'importe quoi, tu vois, il faut toujours explorer les pistes. Moi, je jette difficilement les trucs. Pour moi, chaque objet, chaque chose a au moins 3 vies, totalement différentes. Au moins. C'est-à-dire que pour que je décide de jeter quelque chose, parfois c'est peut-être rester à la maison même 2 ans, 3 ans, avant que ma femme me dise, s'il te plaît. Avant que je me marie, quand j'avais une pièce, la pièce où je travaillais, quand je l'ai créée et tout ça, après c'est là qu'on a commencé l'église à Saint-Louis. J'ai gardé tout. Tout. Ça, c'était devenu même pas, c'était plus sérieux. J'ai gardé tout. Les boîtes de conserve, les étiquettes. Dès que je vois un truc, j'ai une idée de quelque chose, une œuvre d'art ou quelque chose que tu peux faire avec, ou transformer ça plus à l'intérieur, je garde. Sauf qu'il n'avait pas le temps. Après, bon, on a jeté. Les bouteilles de toute Baya, quand on avait jeté, j'en avais jeté peut-être 80. Non, parce que en fait, je voulais pratiquer de la culture, je voulais faire de l'agriculture. C'était ça l'objectif. Donc je gardais tout, parce que j'avais déjà vu le concert, je devais le faire sur la terrasse, je devais faire de l'agriculture, je devais cultiver et récolter. Tu vois, et donc, je ne dément pas.
j'aime travailler les choses de mes mains et tout ça. Donc pour moi, je voulais avoir des pots comme ça, je vais acheter de la terre, je vais faire ma pépinière et autres. J'avais déjà acheté des semis et autres, c'est tout ça là. Mais j'avais pas le temps. Tu vois, j'avais pas le temps. C'est pour ça que je m'accroche à l'entrepreneuriat, parce que quand mon entreprise va décoller, l'une des choses que j'aimerais, c'est me détacher pour aller faire mes trucs. Tu vois, tu viens à la maison comme ça et je dis, ah, vraiment, j'aimerais une séance de coaching. Je dis, viens. Quand il arrive là, il me voit en train de faire mes concombres. Je suis en train de larguer les tomates. Je cueille une petite aubergine. Il dit, goûte. C'est une variété que j'ai greffée à l'orange. Donc j'enlève le goût amer. C'est moi ces genre de séances que je vais faire, tu vois, je greffe. Je lis beaucoup des techniques de greffe et tout ça. Et donc je vais faire mes expériences. Je greffe un peu l'aubergine avec l'orange. Quand tu prends comme ça, c'est l'aubergine, mais c'est juteux. Je dis, vite, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je travaille sur un film. Il dit, attends d'abord, goûte d'abord. Goûte d'abord. Quand il finit de goûter, il dit, non, mais attends, c'est comme si mes idées sont en train de venir. Il dit, voilà, tu n'as pas besoin de moi, tu as besoin des aubergines. Maintenant, paye l'aubergine là. donc, je gardais beaucoup de trucs comme ça. Mais ça, moi, je l'ai reçu de ma mère. Ma mère ne jette pas les trucs. Quand ma mère jette quelque chose, j'arrive, moi-même à la maison, je disais à maman qu'on jette. Ça est bon, on jette. Donc pour elle, il fallait utiliser, réutiliser, réparer quand c'est en panne, on répare. On ne change pas. Si le frigo est en panne, on répare d'abord. Même si tu as l'argent pour acheter un nouveau frigo, tu le répares d'abord. Tu vois. Et c'est plus tard, quand j'ai devenu un lecteur de la Bible, que j'ai compris que, en fait, ce que ma mère avait inculqué était biblique. C'est-à-dire que la richesse vient par l'accumulation. Tu vois. Tu te lèves un matin comme ça, tu es milliardaire. C'est que tu gardes, tu traites bien ce que tu as. J'ai toujours un exemple que je prends. Mon premier ordinateur portable que j'ai acheté au Maroc, c'était en 2011. 3 mois après, 2 ou 3 mois après, mon ami et frère Yvon, avec qui on était venu du pays, on était dans la même école, on était coloc. 2 ou 3 mois après, il a acheté aussi un ordinateur de la même marque, Samsung. Le mien est encore à la maison, je l'utilise. Aujourd'hui, il est peut-être à son 3e ou à son 4e. Son ordinateur, 2 ou 3 ans après, son ordinateur marchait. Parce que je me souviens quand on était à la maison, il peut tenir l'ordinateur comme ça, il se balade dans la maison avec. Il se déplacer. Ou bien il est sur son lit, il travaille et puis il s'endort. Moi, je sais que j'ai mon ordinateur, je ne sais pas quand j'aurai l'autre. 2, il doit accoucher. Il doit accoucher un autre. Ok. Voire 2 autres. Donc j'en prends soin. Tu vois, j'en prends soin. Je ne me mets pas sur le lit. Tu vois. Mon ordinateur a 3 chocs. Les 3 chocs, je me souviens exactement des personnes à qui je l'ai prêté. La première fois que mon ordinateur est tombé, c'était entre les mains de quelqu'un à qui j'ai prêté l'ordinateur. Parce que c'est pour ça que je ne prête pas. Tu vois. Et puis la vient dire que dis-moi comment faire pour réparer. J'ai dit, fous-moi le camp. Comment ça tu vas demander pour réparer? Tu vas réparer quoi? Tu vois, donc c'est important en fait d'avoir le souci de bien traiter les choses. Les appareils photo, les chaises, les tables, le mobilier. Tu gardes ça bien. Tu gardes ça bien. Demain, si tu as l'argent pour acheter l'autre, tu ajoutes. Tu ajoutes. Ouais, et quand bon, ça, finalement ça se gâte, tu jettes donc avec la même logique. Quand tu regardes ça,
Tu goûtes un peu. Ça ressemble à quoi comme ça? Si je rajoute un peu de beurre, ça donne quoi? Fais des expériences. Tu peux quoi? Je peux ajouter la piment, c'est quoi? Mon père, c'est bon, ça va venir goûter. Wow. Comme par hasard, c'est un voisin qui parle. Comme par hasard. Quand il goûte là, tu fais signe chat. Et si jamais tu as dans le ventre, c'est bon de venir goûter. C'est quand demain tu vas faire une petite gastro. Bon, tu peux pas faire de gastro parce que la gastro c'est un autre circuit. Le lait ne va te donner une gastro. Donc, et les autres, pourquoi vous n'avez pas de business? Gracia, pourquoi tu n'as pas de business? J'avais commencé et puis Tu avais commencé quoi? de vendre les beignets au pays. Les beignets au pays. Et qu'est-ce qui t'a empêché? Premièrement, c'est ma famille. Vu qu'ils prenaient tout le temps, ils me disaient mais non, pourquoi tu me prives de cela? Il faut amener, on mange et tout. Ça, tu me prives de cela. C'est un problème. C'est que, comment tu nous prives de cela? Beaucoup de dettes. Et toi aussi, tu as cédé. Non, des fois on me disait. On va payer après. Voilà. Le piège. Non, il faut pas tomber dans ce piège-là. Mais qu'est-ce qui t'empêche de commencer? Maintenant, ils ne sont plus là. Tu es du Bujumbura. C'est une ville que j'aimerais bien visiter. Je vais y aller. J'ai un public qui m'attend là-bas. Parfois, je ferme mes yeux, je vois Bujumbura, je vois les mains levées. Oh, Africa, Africa, we love Africa. Mais pourquoi ça t'empêche de faire ça à Kénétra? C'est pas. J'aime pas le genre, c'est pas, je me vois pas en train de vendre. Quoi? C'est intéressant. Quoi? Bah, je me vois en train de faire autre chose que vendre, genre le business comme. Pourquoi tu ne dois pas vendre? Tu as un problème avec la vente? Non, non, on parle librement. C'est comme par exemple la tête, comme les médecins. C'est pas tout le monde qui a pu être docteur ou bien. Du coup, le business c'est pas vraiment. Oui, c'est pas, ça fait pas partie de mon appel de médecin. Mais comment quelle différence tu fais entre le business et l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a une différence d'abord? Qui pense qu'il y a une différence? Oui, Eric. L'entrepreneuriat, je pense que c'est le fait qu'on décide d'aboutir à la création ou en fait à la manifestation de quelque chose. Et décoller d'un mouvement et emmener une chose à sa manifestation dans un autre. Mais le business, je pense que c'est beaucoup plus en rapport avec comment on peut voir peut-être le commerce, les ventes, tout ce qui arrive. Bien essayé, mais il y a des choses qu'on peut pas dans ce que tu as dit, mais c'est pas vraiment ça. Il est simple. L'entrepreneuriat, c'est la résolution des problèmes. Le business, c'est la création de richesses. L'entrepreneur est d'abord là pour résoudre un problème que des gens rencontrent. Un businessman est d'abord là pour gagner de l'argent. En général, un entrepreneur va entreprendre dans un domaine qu'il connaît, où il a des compétences, où il sait faire, il a qu'on appelle le
savoir-faire dans le domaine. Quand tu vas dans le business, par exemple, quand je vais aller me lancer, si jamais demain je me lance dans le lait avec Amélia, je suis dans le business. Ce qui m'intéresse, c'est le flux. Tu vois, peut-être elle, peut-être qu'elle a les frissons quand elle parle. Tu vois, moi ça, tu vois, c'est pas. Elle est entrepreneur. Tu vois, ça l'intéresse de faire des expériences, trouver pourquoi son lait ne marche pas et tout ça. Moi, si j'étais associé avec elle, je vais commencer à lui crier dessus que attention, l'argent, c'est l'argent qui est en train de partir. Pendant que toi tu es en train de verser le lait, en plus elle est camerounaise, elle verse le lait. Tu n'as même pas réalisé ça. On ne donne pas le lait. Tu verses le lait. Si je mets seulement sur les réseaux sociaux qu'il y a un Camerounais qui verse le lait. Là, on dit que ils vont même pas chercher à savoir de quoi il s'agit. Mais comment elle peut verser le lait? Tu ne verses pas le lait. Le lait, c'est très important. Tu vois, donc là, moi, je fais une démarche business. Tu vois, je lui dis, écoute, trouvons une solution. Résolvons ça, parce qu'il faut que ça tourne. Dans ton cas, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, mais il n'y a aucun visionnaire qui n'est entrepreneur, qui n'est pas entrepreneur. Tu es condamné à l'entrepreneuriat. Qui a dit condamné, c'est que tu n'as pas le choix de devenir entrepreneur. C'est-à-dire que pour résoudre le problème lié à ton appel, tu vas utiliser le mécanisme de résolution des problèmes. Maintenant, je souhaite qu'en plus d'être entrepreneur, je souhaite t'amener vers le monde du business. Pourquoi? Parce que si tu es seulement entrepreneur et que tu n'as pas une démarche, un mindset business, ceux qui ont le mindset business vont manger sur toi. Tu vas t'orienter vers une structure caritative. Tu vas créer une association, une ONG. Et d'autres personnes sont en train de manger sur toi. On est nombreux comme ça en Afrique. Où des gens sont assis dans des bureaux quelque part, parfois même hors de l'Afrique. Et c'est eux qui mangent 90-95% du travail que tu fais sur le terrain. Parce que toi, tu dis que non, je ne suis pas appelé au business. Tu dois, même si tu n'es pas appelé au business, tu dois avoir un mindset business. Parce que le genre de problème que je sais que tu veux résoudre là, tu as besoin de beaucoup d'argent. Et si tu n'es pas capable de créer de la richesse, tu vas être obligé d'aller demander de la richesse. Tu vas être obligé d'aller demander de l'argent pour résoudre tes problèmes. Et une fois que quelqu'un va te donner de l'argent, il va te dicter la conduite à tenir avec l'argent que tu auras fait. Tu vois. Tu vas te trouver un jour où tu as sorti des jeunes filles de la rue, des enfants de la rue, tu les as gardés, et quand elles commencent à devenir adolescentes, le bailleur de fonds t'appelle et te dit que non, il faut que tu habilles les filles. Elles doivent prendre un jet privé, elles doivent participer à une soirée en Belgique. Tu fais quoi? Tu dis non. Il va te rappeler que tout ce que tu as là, ça lui appartient. Et quand même, le gars te fout dehors, il prend quelqu'un d'autre. Dites pas des choses qui arrivent en Afrique. Hein. Ce n'est pas les films, c'est la réalité. Des gens qui avaient un vrai projet, qui portaient en eux un vrai projet, qui avaient vraiment le cœur et qui n'avaient pas l'argent. À un moment donné, il faut l'argent. Et puis quelqu'un arrive le matin et dit Garcia, j'ai entendu parler de toi. Ce que tu fais ici, c'est bien. Les enfants de la commune de Diendéré, ils ont de la chance. Mais j'ai vu quelques vidéos de toi. Ça ne va pas, hein, la caisse, ça ne va pas. Comme tu sais, en tant que député, j'ai des fonds qui me sont alloués et je veux m'engager, ça me parle. Attention,
Ce n'est pas toi qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les enfants. Mais comme il va rouler son discours et tout ça, là, il donne 1 million la première fois, 3 millions, 10 millions, tu dis, ah, on a trouvé une âme charitable. C'est pour ça que nous devons avoir la pensée business. Tu vois. Pas parce que on veut s'enrichir, parce qu'on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Ceux qui, comme moi, croient que Dieu peut pourvoir. Si demain Dieu qui peut pourvoir veut te donner 1 million d'euros, il fait comment? Tu passes en rue, tu bottes un sac et puis tu ouvres c'est l'argent qui est dedans. On a tous fait ces rêves-là qui n'arrivent. On a tous imaginé ça. Combien de personnes ont déjà botté un sac? Si ce n'est dans un film où tu regardes, tu dis un jour. J'ai un ami comme ça, Sylvain, dont je parlais la dernière fois. Sylvain avait la réputation, le gars il trouvait l'argent quoi. Il trouve, ça veut dire qu'à un moment donné on s'est dit que non mais attends. Authentique, on peut marcher comme ça en groupe, lui il a trouvé 500 francs CFA. Authentique, pas une fois, pas deux fois, il a la réputation. Mais en fait, plus tard je l'ai observé, il marche comme ça. C'est-à-dire que c'est intentionnel. Quand j'ai su que c'était intentionnel, j'ai dit que c'est un crevard. Moi, je ne peux pas vous parler. Je n'étais désormais. Je n'étais plus. Ça n'avait plus le truc que ça avait, tu vois. En fait, sa famille était pauvre. Donc, il a grandi en cherchant l'argent par terre. Et il trouvait. Il y en a. Tu commences à. Si tu décides que tous les jours tu vas marcher, tu vas trouver. Mais franchement, je pense qu'on peut mettre en place d'autres mécanismes, tu vois. C'est très important d'être soi-même créateur de richesse. Parce que si tu n'es pas créateur de richesse, moi j'ai eu des projets que j'ai portés quand j'étais jeune au pays qui me sont finalement, qui m'ont échappé parce que je n'avais pas l'argent. Je me souviens la première fois, en 2004, les 2004, 2005, quand j'étais en même temps autour de quand je commençais avec l'Euro africaine, j'avais à cœur d'organiser, de créer. En fait, quand on était ado, il y avait beaucoup de petites associations dans le quartier. Donc, un quartier assez grand. On peut parler, on parlait d'une image comme peut-être Torinana, le Rabat. Ou prendre quel exemple. En tout cas, c'était quand même un quartier avec beaucoup de petites associations. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une grande association qui serait composée de plus de 1000 jeunes. Et donc, j'ai commencé à passer dans différents groupes, dans différents secteurs du quartier. Il y avait des petites associations. Je voulais parler du projet et ils étaient d'accord. Et je pouvais, à ce moment-là, le seul fait d'être passé, c'est que j'avais le livre. Non, si j'étais manichéiste, si j'étais mesquin, j'avais juste dit, bon, on va commencer, vous savez la stratégie c'est connu, on va commencer par un bureau provisoire et d'ici 1 an on organise les élections. Sauf que d'ici 1 an quand tu organises les élections, tu n'exclus dans la machine, c'est toi qui gagne. J'ai dit que non, on va bien faire les choses. On va faire une grande campagne électorale dans tout le quartier. Waouh! Mais, quand l'affaire a pris de l'ampleur, maintenant, les tenants du quartier, je me souviens, on était 3 candidats. Il y avait moi, il y avait Alain et il y avait Mouko. Mouko était le câbleur de tout le quartier. C'est-à-dire que 90% des ménages regardaient le câble chez lui. Alain Caillot était dans le top 20 des familles les plus riches du quartier. Il était là, il avait hérité de son père qui était mort, il avait hérité des entreprises de cave à vin, des boulangeries et autres, tout ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'ils ont fait jouer ça dans la campagne. Pendant la campagne, ils partageaient le pain au quartier. Moi, je faisais pas le poids. Moi, j'étais un jeune lycéen avec des idées révolutionnaires et tout ça. Et donc, moi, je faisais des affiches, des designs, je collais mes trucs au quartier. Et j'avais des idées, j'avais un programme pour le développement du quartier. Des mamans, ma propre mère, elle m'a fait. La politique, c'est dangereux. Ma propre mère m'a fait ça, elle me dit, écoute, Mouko est venu me voir.
Il dit que tu dois travailler avec lui, que tu as des grandes idées. Lui va mettre l'argent. J'ai dit, c'est pas possible. Le gars est venu voir ma mère. Et ma mère s'assoit. Je la regarde encore parler. Il dit que vraiment, j'étais blessé. J'ai pas blessé que, tu vois, mais je me sentais vaincu. C'est ça que je veux dire. Je me sentais petit. Donc j'ai organisé mon pauvre truc. Ça m'a dépassé. Tu vois. Et finalement, pourquoi gagner? Mais les deux, en fait, ils étaient juste, ils ont voulu juste surfer sur la vague. Et vraiment, j'avais créé du mouvement au quartier. C'était pendant les vacances. Il y avait des trucs, on sortait les baffes, on annonçait, on passait dans les quartiers, on distribuait les tracts. Et donc, on disait que tous les jeunes, j'étais allé voir le chef du quartier, M. V, on a pris la grande cour. On a fait venir des présidents d'associations d'autres quartiers. On a fait des questions comme ça, là, des urnes. C'était vraiment un truc sérieux. Et donc, chacun devait venir voter. Et on a eu une grande période de vote. Et donc, ça, évidemment, ça faisait émerger. Le but était de faire émerger quelqu'un qui va être charismatique, quelqu'un qui va avoir un truc. Donc, finalement, Mouko a gagné. Alain a pleuré. C'est une histoire de dingue. Un père, un papa, un jeune, qui va avoir peut-être à l'époque 25-27 ans, il était tellement triste de son échec qu'il allait s'asseoir au bar, il a bu. Mais je vous raconte cette histoire authentique. Et finalement, tout ça a fait un flop. Parce que, après toute cette euphorie, bah, il est venu me voir que ouais, il veut qu'on travaille ensemble. Moi aussi, j'avais mon ego. Il me dit non. Et que tu as gagné, va faire. Et je savais qu'il va gagner, va faire. J'ai dit à Jean de mon bureau que si vous voulez travailler avec lui, partez. Et finalement, ça a raté. Mais si j'avais eu l'argent, tu vois, si j'avais eu l'argent, j'aurais mis en place des choses pour permettre aux gens de comprendre que c'est avec moi que la solution arrive et que tous les autres là ne sont que des aventures. Tu vois, l'argent c'est important. Tu ne peux pas négliger l'argent. Si tu ne génères pas des revenus, tu ne peux pas être autonome, tu ne peux pas avoir de la puissance, de la niaque. Ma dernière année au lycée, j'ai perdu les élections. Tout un parcours depuis la 5e jusqu'à la terminale, j'étais au top, au sommet. J'étais considéré comme les meilleurs. J'étais meilleur en classe, meilleur dans les activités post-périscolaires. Président du club UNESCO, président du club communication, secrétaire général du club UNESCO. J'ai décidé à la dernière année de ne plus être candidat, mais d'être conseiller et de porter, de pousser les petits. J'ai fait une campagne top. Meeting avec les délégués, affiches, banderoles. On est allé acheter le stade de basket du lycée, était gâté depuis 1 an. On est allé acheter 2 anneaux. On est venu à la levée des couleurs lundi matin, pleine campagne. On a dit nous, le groupe s'appelait Pyramide. Pyramide, l'Afrique de demain. Alors on a dit qu'on offre un anneau et que si nous on gagne, on vient avec le deuxième. On a dit le deuxième est là, mais on veut d'abord gagner. Non, c'était stratégique. Okay. Il y avait une candidate adverse qui s'appelait Christiane. Dans son groupe, il y avait Nathalie Kwa. Vous savez, ils connaissent Nathalie Kwa, ils savent de quoi, de qui je parle. Dans le groupe adverse, là, il y avait cette Christiane-là et Nathalie Kwa. Et ils avaient la particularité que c'était que des fils. Des gens, enfin, que. Pas tous, mais la majeure partie, c'était des gens qui étaient, des parents étaient bien placés. Le vote avait lieu le vendredi à 12h. Jeudi, on a fini la campagne jeudi à midi, on était tranquille. Jeudi, à la fin de la journée, j'entends une rumeur circuler que Christiane a distribué de l'argent aux délégués. Et pour faire court, elle allait voir son père. Elle dit à son père que moi je suis candidate à la coopérative. Le lycée Leclerc, c'est le plus grand lycée de tout le Cameroun. Son père lui a donné 550 000 en petite coupure. Elle est débarquée au lycée.
dans son sac, il avait 550 000. Elle vient, elle dit, tu votes pour moi, je te donne ça. Je te donne 2 000. Si tu votes pour moi à la fin, je te donne encore. J'ai perdu. Et même les gens de l'association, ils sont venus me voir et me dire que le grand Herman, tu n'as pas vu ce coup venir, et je n'avais pas vu le coup venir. Et j'étais vraiment dans mon apogée en tant que lycéen, ado et tout ça là. J'avais fait mon parcours et je voulais finir en beauté en transmettant le flambeau à un groupe que j'avais formé et tout ça là. Je n'ai pas vu le coup venir. L'argent. Tu vois? Donc je peux te parler des choses qui me sont arrivées, pas l'argent. L'argent. Très important l'argent. L'argent, si tu n'es pas, et même quand tu as créé l'argent, il faut mettre encore les conditions pour que l'argent que tu crées là, tu vois, Amir a dit tout à l'heure que je suis ma propre patronne. Après le lycée, la première chose que j'ai mis en place, c'est une association, la Fondation Jeunesse, Éducation et Culture, et qui avait pour ambition, justement, on avait un de nos programmes particuliers, c'est le programme Exode urbain, et dont notre objectif était de sortir les jeunes des zones urbaines pour les renvoyer dans les zones rurales. Donc de créer des conditions. Et donc le premier projet qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de quitter la capitale pour aller dans une région de l'Ouest qui s'appelle Melon, pour aller créer une plantation de maïs. Donc le père de Charlie, qui était mon vice-président, avait mis à notre disposition 10 hectares. 10 hectares, on ne peut rien faire, on a pris un peu. Et en fait, on est parti sur le terrain, on a recruté les gens. Nous, on n'était pas les cultivateurs, tu vois. On mettait de l'argent. L'objectif était de prendre des gens défrichés, prendre des gens cultivés, prendre des gens, on paye, ils sèment, on vient et tout ça. Ensuite, on récolte, on ramène en ville, on vend, on prend le bénéfice et on repart pour une nouvelle campagne. Et c'est là que j'ai vu le vrai visage des gens. Je me souviens de ce jour où le secrétaire général arrive chez moi. Il me dit... est-ce que je peux avoir les statuts et les documents de l'association? Je lui donne, je dis, tu as les photocopies. Il dit, oui, non, il m'a fait un baratin, genre. Finalement, je lui ai donné. Jusqu'aujourd'hui. Il est parti avec les papiers et il a disparu. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire avec. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire. Donc, c'est pour ça que j'ai créé des entreprises. Et je vous parle de ça pour que demain, vous ne tombez pas dans le même piège. L'association, c'est quelque chose de très délicat. Tu ne sais pas à qui ça appartient. Demain, tu crées une ONG, même si c'est toi qui as créé l'ONG, ça ne t'appartient pas. D'après la loi, ça ne t'appartient pas. C'est l'ONG, c'est l'association, c'est tout le monde qui est dedans, ça appartient à tout le monde. Même l'État peut venir un jour et dire, donnez-moi l'association, là, moi. Mais ton entreprise, c'est pour toi. Où je sais quand j'ai pensé. Où je sais que tu peux te lever le samedi matin, je sais que je fais un endroit où je suis chez moi, je suis à l'aise. Nous, les étrangers, on manque d'endroits comme ça où on peut se retrouver. L'une des choses, l'un des objectifs que j'ai, c'est les présidents des communautés, là. Amélie et moi, ils doivent venir faire les réunions ici. Ils viennent faire les réunions, il y a une table là, quand la table, ils viennent faire les réunions du bureau et tout ça, les réunions de l'association, ils viennent. C'est pour ça que cet espace existe. Pour qu'on soit capable, par nos propres moyens, de créer de la richesse. De créer de la richesse. Parce que si tu ne crées pas de la richesse, demain, on va répéter les mêmes erreurs de nos grands-parents et de nos parents. Les mêmes erreurs. Ou quelqu'un vient te dire que non, donne-moi ton frère, je te donne le sel. Le même sel là, il faut aller chercher ça dans la mer. Le même sel là, il part là-bas à droite, là. Il gratte un peu le fond. Où il attend, il y a une saison où le sel sort. Moi, je ne sais pas comment vous lisez l'histoire. Moi, j'ai lu son histoire, il dit que les choses qu'on est venu tromper nos parents avec, l'étoffe. Tu prends les feuilles de l'année, tu tapes comme ça, tu piles bien l'année là, tu piles, tu tisses. Ça fait l'étoffe, non? Ou du palmier, ou de tout. Parce qu'on n'avait pas la pensée d'entreprendre et la pensée business. On était bien dans notre forêt équatoriale, tu lèves la main, tu cueilles le fruit, tu manges. L'abondance est dangereuse. Oui, je me souviens quand on part au village, on peut vous dire à l'ouest, quand on part au village, quand on dit qu'on va manger les fruits, on n'amène pas à la maison. Tu vas au champ,
Tu grimpes sur l'arbre du manguier, on est neuf, on grimpe, on mange des fruits là-bas en causant, on descend, on rentre à pied. Tu manges, ça sert à rien de l'amener. Le garde-manger là, il y en a tellement. Et c'est plus tard quand j'ai grandi, c'est la folie. Il faut récolter ça. Couper, sécher, mettre en sachet, envoyer. Peut-être que, en fait, les gens se disent que non, mangeons, ça va pourrir. Tu vois la mentalité de pauvre. Il suffit de cueillir, éplucher, couper, sécher au soleil. C'est 3-4 jours. Dans un endroit bien protégé de la poussière. Tu mets dans des sachets sous vide. Tu t'achètes un petit plastificateur à froid. Ça ne coûte même pas 3000 francs CFA. Tu plastifies tes trucs, tu envoies ça en ville à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam. Même si tu vas à Bafoussam en une journée et tu vas livrer en gros dans une épicerie, dans un truc, tout ça, que tu livres moitié prix. Tu vois, ça c'est la pensée d'entrepreneur. C'est la pensée business. Et quand tu as une telle pensée, tu deviens générateur de revenus. Tu dois être un générateur. Et le terme générateur, si j'aime beaucoup utiliser ce terme parce qu'un générateur produit de l'énergie. Tu vois, il produit de l'énergie, il envoie, il génère de l'énergie. Tu dois être un générateur. Tu ne dois pas être un consommateur.